Lelouch, vous qui êtes un homme d'action, quel sens ça a un bureau? Un bureau, c'est plus pour tout ce qui est business. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi, quand on fait du cinéma, faire du business. Donc vous êtes un homme d'entreprise aussi? Je me force à l'être. Bon, j'aurais rêvé avoir des producteurs qui produisent mes films, des distributeurs qui les distribuent, mais je me suis aperçu que la liberté passait par cette contrainte. Donc je m'oblige à être un homme d'affaires. Mais je me sens plus à l'aise dans le monde du rêve que dans celui de la réalité. Le monde du rêve, on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, vous voyez, alors que les affaires, c'est un autre monde. On travaille avec des gens qui ne sont sensibles qu'au succès. Et la seule chose qui a du succès, c'est le succès. Donc derrière un succès, ils vous donnent tout, et derrière un film qui ne marche pas, ils ne vous connaissent plus. Les deux bureaux, ils ont des fonctions différentes? Oui, alors là, on fait du business, on signe des chèques, c'est le bureau des emmerdes, et puis ça, c'est celui du rêve, c'est-à-dire j'écris sur celui-là. Donc je ne vous demande pas celui que vous préférez? Non, il ne faut pas me le demander. Non, enfin, en fait, mon vrai bureau, c'est ma voiture. C'est dans ma voiture que j'écris le plus. D'ailleurs, je pars comme ça, au hasard, je fais des milliers de kilomètres quand je veux écrire, parce que c'est un objet de liberté absolument incroyable. Je vois les autres, ils ne me voient pas. Et vous allez toujours très vite? Oui. Oui, parce que la vie est courte et que j'ai envie de voir beaucoup de choses. Voilà, donc oui, j'ai tendance à aller vite, mais enfin... Vous avez tous vos points? J'ai tous mes points, oui, mais j'ai un bon croyote. Selon vous, quel est l'âge idéal? Je pense que l'âge idéal, c'est le plus avancé possible, tant qu'on a sa tête. C'est-à-dire qu'un jour, la tête vous lâche. Mais tant que le cerveau répond à vos questions, l'âge n'a pas d'importance. Ce qui est terrible, c'est le jour où votre cerveau vous dit stop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le physique, bon, il y a des petits phénomènes de rouille en vieillissant, des choses comme ça, mais l'expérience est vachement importante. Donc j'ai derrière moi 84 ans d'expérience. Ça, c'est un capital énorme, parce qu'on apprend quand même, on arrive à 2-3 certitudes, pas plus, mais 2-3 certitudes. Et donc... Mais est-ce qu'on ne devient pas vieux con? On devient vieux con le jour où on ne s'intéresse plus aux jeunes. Alors moi, j'ai la chance d'avoir 7 enfants et 8 petits-enfants. Et grâce à eux, ils me donnent des coups de pied dans le cul, vous voyez, mais ils me traitent, eux, je les autorise à me traiter de vieux con, et ils m'autorisent à participer, à rentrer dans leur univers. Et évidemment, je suis obligé d'en tenir compte, Vous qui êtes un homme moderne, vraiment, qui avez les pieds dans la réalité, dans le contemporain, est-ce que l'aventure, la conquête spatiale, c'est quelque chose qui vous aurait intéressé? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fini la conquête terrienne. Je veux dire que la Terre, pour moi, j'ai l'intime conviction que c'est la perle de l'univers. J'ai l'intime conviction que le paradis, on y est. Voilà. Et donc, je vais en profiter. Pourtant, on dit que les autres, c'est l'enfer. Oui, mais c'est nous qui fabriquons, qui transformons ce paradis en enfer. On est dans un lieu paradisiaque. Je vous disais tout à l'heure, je pense que la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles, et on est dans les merveilles. On est dans les merveilles et on ne les apprécie pas. Pour l'instant, quand je regarde la Lune, quand je regarde Mars, c'est ce qu'on m'en dit, j'ai pas envie d'y aller. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors que là où je suis, il y a tout. Il y a tout, et puis le genre humain me fascine. Je pense que c'est la dernière grande invention du grand metteur en scène. C'est une invention géniale, il a inventé le genre humain, mais c'est vrai que le genre humain n'est pas au point. Il n'est pas encore au point, il y a encore des gros réglages à faire qui vont demander des siècles et des siècles de travail. Vous croyez au divin? Oui, évidemment. Évidemment, parce que d'abord, je ne suis pas assez savant pour raisonner de travers. Vous voyez ce que je veux dire? Et le divin répond à toutes les questions impossibles. C'est-à-dire donc tous les mystères. Oui, et puis c'est comme un magicien qui fait des tours de cartes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de connaître comment on fait. Il y a forcément un truc. Mais j'ai pas envie de le connaître, ce truc. Et puis ce grand mystère de la vie fait qu'aujourd'hui, vous venez m'interviewer, que des gens parlent, discutent, qu'on va de commentaire en commentaire, et que le monde dans lequel nous interpelle, voilà, et fait que
La vie est un jeu. La vie est un jeu. Est un jeu fantastique, extraordinaire. C'est une sorte de super Monopoly. Seul problème de ce jeu, c'est les tricheurs. Vous en avez rencontré beaucoup de tricheurs? Beaucoup. C'est les plus photogéniques. C'est avec eux que j'ai fait mes plus grands succès. C'est eux qui ont du charme. C'est eux qui sont... qui ont un charisme absolument dévorant. Ce sont vos comédiens? Ce sont vos comédiennes? Non, ce sont les personnages de la vie. Et ensuite, je les transpose à travers des comédiens qui reprennent leur tic et leur tricherie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est avec les cons qu'on a fait les plus grosses comédies. Je veux dire qu'ils sont vachement photogéniques. Hein. Je veux dire que les défauts des autres nous intéressent plus que leurs qualités. Et donc, les tricheurs, aujourd'hui, les femmes préfèrent les voyous. C'est bien connu, voilà. Les bad boys. Hein, voilà, les bad boys. Donc c'est bien connu. Et comme les femmes détiennent la vérité, ce sont des hommes réussis, il faut faire très attention à tout ce qui les passionne, les intéresse. Et le regard des femmes, c'est lui qui m'a fait grandir. J'ai plus appris des femmes que des hommes. Alors vous dédiez d'ailleurs tous vos films aux femmes, vous venez de dire que les femmes sont des hommes réussis, mais néanmoins, vous ne vous cachez pas de dire aussi que vous êtes un homme qui avait trahi les femmes et que vous êtes un vrai salopard. Oui, parce qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux. Et dans tous les domaines, que ce soit pour une femme ou une voiture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez... C'est une comparaison, la femme et la voiture? Oui, enfin, la voiture, oui, bien sûr, on peut les comparer. On peut les comparer. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont des 4x4, tout-terrain, et d'autres qui ne peuvent aller que sur des circuits. On peut dire la même chose des hommes, non? Moi, nous, on n'est pas fiables. On est des enfants. Les hommes sont des enfants. Et c'est pour ça que les femmes nous aiment, parce qu'elles aiment les enfants. Mais on est menteurs, on est tricheurs, on arnaque. On est des enfants, et il nous faudra encore pas mal de vie d'hommes avant de devenir des dames. Vous auriez voulu naître femme? Ça vous aurait plu? Ça va m'arriver un jour. Vous y croyez? J'y crois beaucoup, Vous seriez qui? Vous ressembleriez à qui en femme? J'aimerais être une femme metteur en scène. Je pense qu'avec tout ce que j'ai appris dans mes autres vies, je pourrais faire un cinéma féminin intéressant. Parce qu'il y a un cinéma féminin? Oui. Oui, parce que c'est plus délicat. C'est comme la décoration d'un appartement. On voit tout de suite si c'est une femme qui l'a décoré ou si c'est un homme. Voilà. Comment? Eh bien, il y a beaucoup de choses inutiles dans la décoration féminine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là que pour être belles. Et là, dans le bureau, est-ce qu'il y a des choses inutiles? Ici, il y a beaucoup de choses utiles. Voilà. Et puis, je me rassure avec les quelques récompenses qu'on a bien voulu me donner. Ça rassure les imbéciles. Et moi aussi, de temps en temps, quand je commence à douter de moi-même. Alors, il y a notamment la Palme d'Or, il y a aussi les Golden Globes. Mais alors, bizarrement, il y a les Oscars et il n'y a pas de César. Il n'y a pas de César parce que je suis un cinéaste amateur. Et c'est normal que les professionnels de la profession, comme dirait Godard, ne s'intéressent pas à un cinéaste amateur. C'est une galéjade, ça. Non, c'est sérieux. Par contre, tous mes acteurs ont eu. Tous les acteurs, j'ai eu 7 ou 8 acteurs qui ont eu le César du meilleur acteur dans un de mes films. Donc, on récompense mes acteurs, mais pas moi. Non, je pense que les gens de ce métier savent que je suis un cinéaste amateur et je le revendique. Je le revendique parce que moi, je fais des films que par amour. Mais il y a un petit ressentiment quand même vis-à-vis de l'Académie des Césars? Non, pas du tout, parce que d'abord, j'ai participé à sa création, puisqu'au départ, les Césars ont été créés avec tous ceux qui avaient eu des Oscars. C'est comme ça que Georges Craven avait eu l'idée. Donc j'ai fait partie de cette commission. Et c'est vrai qu'au César, je pense qu'on vote pour les gens dont on est le moins jaloux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je crois que après le succès d'Un homme et une femme planétaire, qui a fait le grand chelem, etc., il y a eu pas mal de jaloux. Et donc... mais je me plains pas. Écoutez, j'ai vraiment pas le droit de pleurnicher. Je trouve que c'est une très, très belle manifestation parce que ça va permettre de mettre en valeur des gens qu'on n'aurait pas forcément remarqués. Donc tout ce qui permet de récompenser la curiosité des gens est formidable. Et en plus, j'ai été président des Césars aussi. Vous auriez pu recevoir un César d'honneur. Oui, mais de toute façon, je dis jamais non. Donc, si un jour, d'autant plus. Voilà. Non, mais parce que le oui m'a donné plus de satisfaction que le non. D'ailleurs,
Je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver celles qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai pu faire 50 films. Donc je suis un adepte du oui. Donc je dis jamais non. Pour les Césars de cette année, vous pensez à un film en particulier que vous aimeriez voir honoré? J'ai beaucoup aimé le film de Le Mercier. Aline? Oui, je trouve que c'est un film formidable. J'ai beaucoup aimé aussi Les Illusions perdues. Je pense que c'est un film qui va sûrement avoir un maximum de César. Non, mais c'est bien que tout existe. On parle beaucoup amour avec vous, puisque vos films sont une sorte d'ode à l'amour. Est-ce que vous parliez aussi de vos enfants? Vous en avez 7. Est-ce que vous avez tous voulu? Mes enfants? Non. C'est tous des cadeaux. C'est tous des cadeaux. Moi, j'ai jamais dit je vais faire un enfant. Mais cette fois, on m'a dit tiens, il y a un enfant qui va arriver. Donc, ils ont été les bienvenus. Ils ont été les bienvenus. Vous savez, la personne qui a le plus de talent dans ma vie, c'est le hasard. C'est le hasard qui m'a permis de faire 50 films, de faire 7 enfants, et toutes les bêtises que j'ai pu faire. Je veux dire que le hasard est très courageux. Il a de l'humour, et il a du panache, il prend des risques, il est dangereux. Voilà, il n'est pas dans le confort. Et donc, le hasard est mon meilleur agent. Le hasard, c'est aussi, je pense, à la météo. Quand on tourne un film, il y a les prévisions météo qui sont importantes, de savoir évidemment s'il va faire beau ou il va pleuvoir. Mais un jour, vous m'avez dit que la pluie était quelque chose de très important, en fait, au cinéma. Absolument. Et je fais confiance tellement à la météo que quand je tourne un film, je tourne avec la météo du jour. Je veux dire que je ne mets pas sur mon scénario plein soleil, non. S'il pleut beaucoup dans Un homme et une femme, c'est parce qu'il pleuvait tous les jours sur le tournage. Voilà. S'il neige dans Les Misérables, c'est parce qu'on avait de la neige. Voilà. Donc, si vous voulez, je m'adapte à la météo. Je suis quelqu'un qui s'adapte en permanence à tous les événements. Je ne demande pas à la vie de s'adapter à moi, c'est moi qui m'adapte à elle. Voilà. Et donc, la lumière qu'il y a dans mes films, c'est la lumière qu'il y a ce jour-là. Quand le soleil rentre dans une pièce, je le laisse rentrer. Voilà, donc si vous voulez, pour moi, le plus grand chef opérateur du monde, c'est le soleil. Voilà. Alors, il y a des bons hasards, mais il y a aussi des mauvais hasards. Il y a quelques années, je crois que c'était maintenant il y a 4 ans, on vous a volé un scénario. Un scénario plus complet. Que ça, même. Plus que ça. On m'a volé un sac où il y avait 50 ans de notes. 50 ans d'observation, parce que comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, je note tout, effectivement. Et c'est vrai qu'on m'a tout volé. Alors, sur le moment, j'ai été catastrophé. J'ai cru qu'on m'avait assassiné. Et puis 3 jours après, je me suis dit non, c'est bien, il faut que je réinvente ma vie. C'est le moment de tout réinventer, de repartir à zéro. Voilà, donc c'était une deuxième naissance. Mais c'est d'une grande sagesse d'avoir ce comportement-là. Non, je m'adapte. Je m'adapte en permanence, si vous voulez. Vous savez, il y a 2 sortes de gens, ceux qui veulent changer le monde et ceux qui veulent simplement s'y adapter. Moi, je veux simplement m'y adapter. Je suis passionné par tout ce qui marche. Je suis passionné par le positif. J'adore les trains qui arrivent à l'heure. On n'en parle pas assez. Voilà. Je suis dans le positif. Bon, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup souffert de la critique que je ne veux pas critiquer les autres. Mais c'est vrai que je suis plus récompensé quand je fais l'apologie des choses que j'aime que lorsque je dis du mal de quelqu'un. Vous êtes un réel gentil? Oui, parce que je suis attiré par ce qui marche. J'ai fait de la boxe quand j'étais jeune. Et donc je sais que dans la vie, on donne des coups et on en reçoit. Mais vous pouvez être un violent. Oui, parce qu'à un moment donné, tant que je trouve des mots pour rassurer l'autre, tant que je trouve des arguments et tant que je peux discuter, je le fais. Puis à un moment donné, j'ai plus de mots. Donc je peux effectivement à un moment donné devenir violent. Mais vous savez, mon père a souvent été dur avec moi. Il m'a même giflé, donné des coups de ceinture, et je le remercie infiniment. Sans ces coups de ceinture et sans ces quelques punitions, j'aurais pas été l'homme que j'ai été. Donc vous êtes sûr de ça? Certain. Vous pensez que l'autorité par les mots, par le comportement des parents, des éducateurs, ne suffit pas? Si, c'est largement suffisant. Mais une bonne gifle de temps en temps, moi je sais que ça m'a fait du bien. À un moment donné, j'écoutais plus. J'étais infernal. Je tenais pas en place. Et donc les quelques gifles que j'ai reçues m'ont obligé à réfléchir. Mais vous auriez pu devenir borderline, un peu délinquant? Non, parce que quand mon père m'a giflé, je savais qu'il me giflait par amour. Et donc ça m'obligeait à comprendre ce que j'avais pas compris. Je veux dire qu'à un moment donné, la violence a des vertus.
Vous savez, toutes les catastrophes humaines ont été positives. Toutes les guerres mondiales ont été positives. Je veux dire que tout ce qui nous est arrivé de pire est devenu à un moment donné positif. C'est l'échec, c'est la souffrance qui nous fait grandir. Voilà. Et c'est vrai que j'ai été un cancre. Et ce cancre, moi j'ai grandi plus dans la cour de récréation que dans les salles de classe. Je veux dire, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la cour de récré. C'est la cour de récréation qui a fait de moi ce que je suis. Quand je fais un film, il faut absolument que ce film soit avant tout une récréation. Vous êtes sans filtre aujourd'hui, vous parlez, vous pouvez même heurter, puisque par rapport à ce que vous venez de dire, vous pouvez heurter évidemment ceux qui vous écoutent. Ça ne vous gêne plus? Non. Non, parce que aujourd'hui on a peur de tout. Et à l'âge que j'ai, je me dis qu'on va beaucoup pardonner à mes cheveux blancs. Mais tout ce que j'essaye de vous dire, je l'ai vécu. Donc, la personne que j'aime le plus au monde, c'est mon père. Je pense que j'ai jamais admiré quelqu'un comme mon père. Et il a su, à un moment donné, me dire des choses importantes. Et quand il voyait que les mots n'arrivaient pas, et encore une fois, quand je vous dis, quand il m'a donné un coup de ceinture, ça ne m'a pas vraiment fait mal, et la gifle ne m'a pas tué. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment donné, notre physique, notre corps a besoin de choc. Oui, on a besoin d'avoir des bleus, on a besoin d'avoir des cicatrices. Et vous avez eu cette même attitude avec vos propres enfants? Non, non, j'ai pas eu ce courage. J'ai pas eu ce courage, mais je pense que j'ai essayé de les frapper avec des mots. De temps en temps, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. J'aurais dû faire comme mon père. Est-ce que vous avez réussi vos divorces? Oui, plus que mes mariages. J'ai plus fait la fête le jour de mes divorces que le jour de mes mariages. Le jour de mes mariages, j'ai toujours su que c'était pas la bonne solution. Alors que le jour de mes divorces, je les ai fêtés. J'ai vraiment été heureux le jour de mes divorces. Alors vous dites aussi qu'un divorce réussi, c'est en fait de trouver le bon chiffre. C'est vrai. C'est Badinter qui m'avait dit ça. J'avais Badinter comme avocat à l'époque pour mon premier divorce. Et il m'a dit, écoute Claude, ça fait trop mal les divorces, etc. Trouvons un chiffre. Trouvons un chiffre. Et vous l'avez toujours trouvé? Et on a toujours trouvé un chiffre. Enfin, j'ai eu la chance à l'époque de pouvoir trouver un chiffre. En amour, vous avez commencé assez tôt. Je pense que c'est par une prostituée que vous avez été initié à l'amour. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans vos films, il y a des prostituées, dans le dernier notamment. Oui, mais je pense qu'elles devraient être remboursées par la sécurité sociale. Je pense qu'il y aurait moins de viols si la prostitution était un peu plus respectée. Ce sont des femmes méritantes qui sacrifient leur vie, leur corps, pour que certains d'entre nous soient un peu moins malheureux. J'ai beaucoup de tendresse pour ces femmes. Si elles ne sont pas exploitées. Si elles ne sont pas exploitées, bien entendu. Il y a une histoire qui vous est arrivée lorsque vous étiez à Chambéry et que vous étiez militaire. Une histoire d'amour fugace, mais vous dites parfaite. Oui. J'étais militaire à Chambéry, sur la base du Bourget. Je faisais un film sur les hélicoptères et puis je ne sais pas pour quelle raison, je ne suis pas parti en permission ce jour-là. Et donc l'après-midi, je me suis retrouvé tout seul dans la caserne. Je suis monté dans la montagne. Et là, en montant dans la montagne, je suis arrivé à un moment donné dans un petit village où ils étaient en train de faire le pain, de prendre l'apéro. Il y avait un petit hameau comme ça, de 5-6 paysans qui m'ont invité. « Oh, le militaire vient boire un coup avec nous ». Après, ils m'ont invité à manger un canard qu'ils avaient fait et qu'ils avaient tué le jour même. Donc j'ai passé une soirée délicieuse. Et puis, dans la soirée, est arrivée une mobilette. Et sur cette mobilette, c'était la fille des fermiers qui m'avaient invité, qui venait de quitter son fiancé à Chambéry. Elle était furieuse, folle furieuse, etc. Et puis d'un seul coup, j'ai parlé un peu avec elle, voilà, comme ça. Et puis, ils m'ont proposé de passer la nuit dans cette maison. Et puis, vers 2h du matin, elle est venue se glisser dans mon lit. Donc... elle avait besoin d'être consolée. Elle avait besoin d'être consolée, donc je l'ai consolée, voilà. Et puis au petit matin, sa mère a frappé à la porte. J'ai eu peur, je me suis dit, merde, je suis un vrai salaud. J'ai profité de tout. Et non, elle est arrivée avec un plateau de petit déjeuner pour deux, voilà. Et donc j'ai vécu un moment parfait
avec cette femme malheureuse que j'ai consolée. Et puis le lendemain matin, elle m'a redescendu en mobilette à la base de Chambéry. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, quand j'ai eu la Palme d'Or à Cannes, j'ai reçu un télégramme d'une dame qui me disait « Bravo !» et elle avait signé la mobilette. Vous l'avez mis dans un film? Non, hein, jamais. Non, parce que le bonheur fait chier tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens se gargarisent des emmerdes des autres. On a besoin, regardez les émissions qui marchent, c'est Faites rentrer l'accusé. Voilà. C'est une émission qui cartonne et qui ne parle que d'horreur. Voilà. Donc les mauvaises nouvelles ont du succès, les emmerdes des autres ont du succès. Moi, à chaque fois que je dis à un copain « je vais bien », ça le fait chier. Si je lui dis « oh, j'ai des soucis », il me dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Et enfin, il s'intéresse à vous. Enfin, il s'intéresse à moi. Donc, je sais qu'on est dans un monde... Vous savez, Albert Cohen disait « tout le monde se fout de tout le monde et nos petites misères sont une île déserte ». C'est la vérité. Donc, c'est pour ça que je m'entends de mieux en mieux avec Claude Lelouch, que je lui fais de plus en plus confiance et que je sais que si un jour j'ai un gros emmerdement, c'est lui qui me sortira de la merde. Vous êtes ami avec lui? Très, de plus en plus. De plus en plus. Je l'aime de plus en plus et je m'entends de mieux en mieux avec lui parce que je sais qu'en dehors de la personne qui est amoureuse de moi, parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Voilà. En dehors de cette personne qui, à chaque fois, me donne un peu plus d'amour que ce que j'espérais, en dehors de ça, il faut vraiment être très, très ami avec soi-même. Vous donnez autant d'amour que vous en recevez? J'essaye, oui. À travers mes films, oui. À travers mes films, oui, parce que d'abord, je donne de l'amour à des gens que je ne connais pas. Donc c'est formidable. Le public, je ne le connais pas. C'est très difficile de donner de l'amour aux gens qui sont près de vous et qui vous critiquent. Mes enfants, mes copains, les gens qui sont proches de moi sont trop critiques. Alors que le public, lui, il va au cinéma que pour des bonnes raisons. Il va voir un de vos films que pour prendre ce qui est réussi dans le film. Voilà. Ah, votre entourage est très critique? Oui, j'ai passé ma vie à être critiqué par mes femmes, mes enfants, mes copains. Alors, je ne parle pas des critiques professionnels avec qui... Qui vous ont pas ménagé? Non, mais avec qui on a fait joujou quand même, vous voyez ce que je veux dire. Bon, les grincheux, il faut des grincheux, voilà. Et donc, si vous voulez, le public, c'est vraiment là, c'est les gens que je croise dans la rue qui m'arrêtent et qui me disent merci. Mais c'est vrai que les gens qui sont très proches de vous, les gens qui vous connaissent très bien... Ils vous disent quoi? Et par exemple, sur le dernier film? Mes enfants ont beaucoup aimé ce film, ils l'ont beaucoup aimé, les critiques aussi. Voilà. Tout arrive? Oui, mais c'est le public qui... on a mal parlé parce qu'on dit... Ils sont allés dire que c'était un film sur la mort. Voilà, parce que c'est vrai que la mort est omniprésente dans le film et elle est au cœur même du film. Donc, en voulant dire du bien du film, ils ont démobilisé un certain nombre de gens. Voilà. Donc, encore une fois, vous savez, la seule certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Jamais. Oui, c'est ça qui vous plaît. Oui, mais ce qui fait que notre intelligence est toujours mise en défaut. Je veux dire que notre intelligence est très, très limitée. Et c'est pour ça que je suis superstitieux. Parce que mes superstitieux répondent à des questions que mon intelligence sera incapable de faire. Je veux dire, les superstitions savent des choses que vous ne saurez jamais. La superstition, elle passe aussi par le chiffre 13, évidemment, et elle passe aussi par la lettre S. Oui, parce qu'en hommage à mon père, qui s'appelait Simon, et donc j'ai voulu que tous mes enfants ressentent en permanence la force de cet homme qui m'a fabriqué. Donc tous leurs prénoms commencent par un S. Et puis les superstitions, c'est la seule personne qui peut prédire l'avenir. C'est la seule personne qui peut faire des projets à long terme. On ne sait pas pourquoi, mais les superstitions savent des choses que notre intelligence n'est pas capable d'analyser. Notre intelligence, elle est terriblement limitée. Et puis surtout, elle est limitée à ces choses qui ressemblent à un succès. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les superstitions n'ont peur de rien. Alors, au plafond, il y a une carte avec le chiffre 13. Alors oui, c'est très drôle. À un moment donné, quand je faisais roman de gare,
J'avais besoin d'un magicien dans le film. Et donc j'ai un garçon qui est venu, un manipulateur qui fait des tours de cartes absolument extraordinaires. Et à un moment donné, il m'a fait un tour de cartes et il a lancé cette carte au plafond que j'avais signée. Et il y est resté. Et je l'ai laissée. Je l'ai laissée et elle est là depuis 15 ans. Parmi tous les duos, les tandems, les couples de cinéma que vous avez formés, alors évidemment, Trintignant, Okeme, bien sûr, Evelyne Bouix, Marcel Cerdan, Deneuve aussi avec Dutronc. Quel est celui qui est le plus réussi ? Bon, j'ai envie de dire que Hadouk et Jean-Louis ont fait le tour du monde, des émotions. Et j'ai envie de dire que Gérard Darmon et Sandrine Bonner, disons que c'est le premier et le dernier. Je pense que ces deux couples sont les deux couples qui m'ont donné le plus de satisfaction, qui ressemblent le plus à ce que je pense devrait ressembler l'amour. C'est-à-dire qu'il y a dans le dernier couple aucun projet d'avenir. Ils savent qu'ils sont limités dans le temps. C'est une parenthèse. Et donc, ils dégustent le présent. Or, la seule chose qui nous appartienne, c'est le présent. Et les seules personnes qui ont une chance d'être heureuses sont les gens qui savent utiliser le présent. Le présent, lui, c'est du cash. Vous voyez ce que je veux dire ? Les choses les plus merveilleuses de la vie, on les consomme au présent. Quand on fait l'amour, c'est au présent. On ne dit pas « je vais jouir demain matin ». Voilà. Quand on mange, c'est le présent. Je veux dire, quand on voyage, voilà. Donc le présent a toutes les vertus. Et donc, avec ce dernier couple, avec Gérard Darmon et Sandrine Bonner, je crois que j'ai jamais si bien filmé la force du présent. Il y a une scène qui est mythique, c'est la scène d'Annie Girardot, évidemment dans Un homme qui me plaît, c'est en 1969. C'est la scène finale qui apporte une intensité incroyable, folle, et c'est aussi la musique, évidemment, qui sous-tend cette émotion. Oui, alors donc, cette scène est très importante parce que c'est la fin du film. Et j'ai pas donné le scénario à lire à Annie. Elle ne sait pas si Jean-Paul va descendre ou pas de l'avion. Donc, au moment où on tourne cette scène, on est en direct. On est en direct et Annie, pendant le tournage du film, quelque part, elle est aussi tombée amoureuse de Jean-Paul. En tant que personnage et en tant qu'actrice. Donc son cœur bat, vraiment. Et là, à ce moment-là, je filme un moment de vérité. Voilà, ce que j'aime le plus dans mes films, c'est quand j'arrive à filmer ces petits parfums de vérité. Ces moments où l'acteur ne joue plus, ces moments où on ne triche plus, ce moment qui fait qu'à un moment donné, l'acteur est là. Et il y a dans son regard, à ce moment-là, absolument toutes les réflexions que j'aurais pas pu lui donner en direction d'acteur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je lui dis, écoute, je ne sais pas s'il va descendre. Elle me dit, tu rigoles ou pas? Je lui dis, tu vas voir. Et donc, elle est vraiment dans l'état d'une femme qui est venue chercher quelqu'un et qui ne sait pas s'il va descendre de l'avion, s'il va être là ou s'il ne va pas être là. Donc, elle n'est plus même comédienne. Non, mais là, à ce moment-là, d'ailleurs, on la voit passer par tous les états. Parce qu'à un moment donné, elle se traite de conne. Elle dit, mais en plus, je me suis permis de rêver un peu trop. Voilà, donc elle passe par tous les états. Et je pense que si on avait analysé cette scène avant le tournage, si je lui avais dit tout ce que je veux, on ne l'aurait pas eu. Et puis elle l'aurait joué. Tandis que tout ça se bouscule, va dans tous les sens. Et Annie Girardot, il fallait la travailler comme ça. Quand elle a eu le César de la meilleure actrice pour Les Misérables, le jour où elle a tourné cette scène, elle avait envie de tout sauf de tourner. C'est une journée noire dans sa vie. Elle vient me voir le matin, elle me dit « Claude, écoute, sois gentil, laisse-moi rentrer sur Paris, je n'ai pas le courage de tourner aujourd'hui. Mon mec me trompe, ma mère est malade, ma fille se drogue, j'ai plus un rond à la banque. Laisse-moi 24 heures pour aller à Paris, que j'arrange tout ça. » Et je lui dis « Écoute, tu fais une prise et tu te casses. » Et comme elle était pressée de partir, elle a fait la plus belle prise de sa vie. Et le grand metteur en scène ce jour-là, c'était les emmerdements qu'elle avait. Voilà, donc c'est vrai que j'aime
jouer avec mes comédiens. J'adore filmer leur bonne humeur, leur mauvaise humeur. J'adore filmer leurs valises. Ce sont des êtres humains qui ont aussi des valises. Quand ils arrivent le matin sur le plateau, ils arrivent avec leur joie et les emmerdent. C'est ce qui vous conduit donc à l'improvisation dont vous êtes féru et adepte. Oui, c'est pas de l'improvisation, c'est-à-dire je me sers de l'humeur. Il y a des jours où on est de bonne humeur, il y a des jours où on est de mauvaise humeur. Il y a des jours où les choses sont plus faciles. En susurrant quand même les répliques parfois, non? Oui, mais évidemment, mais si vous voulez, je crois à la fragilité des sentiments. Voilà, nous sommes très, très fragiles. Tout ce qu'on dit, on peut le dire d'une autre façon. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous m'interviewez. Peut-être que demain matin, j'aurais dit des choses très différentes si mon humeur était différente. Voilà. Ouais. Chaque bonne nouvelle et chaque mauvaise nouvelle modifie en permanence le regard que vous portez sur le monde. Voilà. Donc, je me sers de ça sur le plateau. Je travaille avec des acteurs qui sont plus que des acteurs, qui sont prêts à me faire cadeau de leur... Donc, comme des instruments de musique, des Stradivarius. Oui, comme des gens qui, à un moment donné, mélangent leur vie et leur métier. Il n'y a pas de frontière. J'aime pas les acteurs qui ont une frontière en disant ça c'est ma vie privée, et puis ça c'est... Non, c'est pas vrai. Tout se mélange. Je suis incapable de séparer ma vie professionnelle de ma vie privée. Je veux dire que tout ce qui m'arrive dans la vie privée a des répercussions sur ma vie professionnelle. Voilà. Bon, quand je suis riche, je fais des films de riches. Quand je suis pauvre, je fais des films de pauvres. Voilà. Mais en même temps, tant que le cœur bat, on a tous les droits. Voilà. Je vois très bien la ligne d'arrivée arriver à l'âge que j'ai. Je me rapproche de cette ligne d'arrivée, donc je déguste le présent comme jamais, comme jamais. J'ai raconté 20 fois l'expérience de Jacques Brel quand il est venu dans ce bureau me voir quelques jours avant son grand départ. Il était très très fatigué et à un moment donné, il a bu une bière et je l'ai vu boire cette bière. C'est une scène que j'ai mise dans mon dernier film et je lui dis « Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire ta bière ?» Il me dit « C'est peut-être la dernière que je bois. » Et il m'a dit, depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, j'apprécie la vie. Et c'est Jacques Brel, qui a été un grand consommateur de vie et de présent. Et il me dit, depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, je les déguste, enfin, là, aujourd'hui, je te vois peut-être pour la dernière fois, et je t'écoute pas pareil que d'habitude. Je me dis, c'est peut-être les dernières paroles de Claude. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, vous y pensez? Vous dites, ce sera peut-être la dernière fois? Oui, aujourd'hui, je fais les choses un peu comme si c'était la dernière fois, donc je les déguste de plus en plus. Le prochain film que je vais faire, c'est peut-être le dernier, c'est sûrement le dernier, donc je vais mettre le paquet. Je vais aller encore plus loin dans la dégustation de ce présent. Alors, 3 volets, le premier vient de sortir, voilà. Le second est tourné? Non, le deuxième et le troisième, je vais les tourner ensemble, dans la foulée, voilà, si les dieux du cinéma sont avec moi. Parce que là, il y a beaucoup de paramètres aussi. Lesquels? Financiers, notamment? Des paramètres financiers, bien sûr, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le succès qui a du succès, voilà. Et donc, rien n'est simple. Et aujourd'hui, je suis confronté à une montagne de questions qui me rassurent même, parce que c'est des questions que je n'aurais pas eu le culot de me poser, voilà. Donc, encore une fois, je vous dis, je ne regrette pas une seconde des secondes que j'ai eu à vivre depuis ma naissance. Je ne sais pas qui a rempli mon agenda, mais je ne me suis pas emmerdé une seconde. L'avant-dernier film, c'était La vertu des impondérables. Oui. C'était avec un iPhone. Oui. C'était peut-être celui-là même. Oui. Vous étiez très, très heureux oui. D'avoir trouvé, en fait, cette technologie tellement simple oui, parce que... et tellement libre, surtout. Mais j'en ai rêvé toute ma vie de cette caméra. Je me suis fait chier pendant 60 ans de cinéma avec des grosses caméras, des gros objectifs, des pieds, des projecteurs. Et là, maintenant, j'ai plus besoin de rien. Je peux faire un film avec rien. Cette caméra, c'est la plus belle invention pour les cinéastes du monde. Et encore une fois, il n'y a que les cinéastes amateurs qui s'en servent. Les professionnels n'osent pas. Ils se moquent même. Ils se moquent, bien sûr. Mais dans mon dernier film, un tiers des prises de vue ont été faites avec le portable. Donc, on ne voit pas de différence de qualité? Non, puisque je me suis amusé avec les professionnels de la profession pour leur dire quels sont les plans qui ont été faits avec... Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Là, vous avez votre iPhone. Est-ce que vous pourriez, pendant 1 minute, faire une petite séquence? Écoutez, je vais vous filmer.
Non, le bureau. Voilà, alors je vais vous filmer, voilà, je mets voilà, sur vidéo. Voilà, D'accord. alors là, je vais effectivement filmer, alors j'ai mis sur vidéo. Très bien. Voilà, ça tourne, là je filme D'accord. évidemment Catherine, Parfait. etc., qui pose des questions. Oui. Mais ce qui est intéressant, Oui. c'est Ah tous oui. les gens qui sont autour, Les regardez, coulisses. avec des masques. Voilà, on voit un peu mon bureau. Voilà, on voit tous les gens qui sont en train de nous filmer, vous voyez. Alors c'est très très dur hein, de parler avec tous ces gens. Je pense que si on avait été tous les deux dans un restaurant, je vous aurais dit d'autres choses. Ah oui? Oui. Allons dans un restaurant. Oui, alors on va aller dans un restaurant la prochaine fois. Mais c'est vrai que les lumières, les projecteurs, les micros vous obligent un petit peu. Même vous? Oui, Vous même êtes moi. rodé quand même à tout Non, ça. mais c'est vrai que quand on parle en ayant bu un petit coup, lorsqu'on parle en se disant qu'est-ce qu'on va faire avant et après, Vous êtes un bon vivant, vous? Quand on voit votre silhouette, ça paraît pas. Si, je suis un bon vivant avec des gens qui ont envie de jouer avec moi. Voilà, c'est-à-dire que... Voilà, alors je continue à filmer encore, vous voulez? Non, ça me paraît bien. Voilà, hein. voilà, là j'ai C'est fait une un bonne gros plan. séquence, hein. J'ai changé d'objectif, vous voyez, je peux faire. Ah oui. Je peux vous faire des contre-champs, voilà, si vous voulez le monter. Voilà, j'ai tout filmé. Patrick Devers, c'était maintenant il y a 40 ans qu'il a disparu. On se souvient évidemment dans quelles circonstances. Vous étiez en train de répéter et de préparer Édith et Marcel. Il avait 35 ans. Aujourd'hui, on fait référence à Patrick Devers. C'est-à-dire beaucoup de comédiens le prennent comme modèle et comme exemple. Et ils ont Comment vous raison. l'expliquez, ça? Ils ont raison parce que il est à la fois un mélange de moderne et de classique, absolument incroyable. Il renie pas les acteurs qui ont existé avant lui, et qui ont été des stars, et il renie pas le cinéma d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il est effectivement une synthèse, une référence, et puis surtout il est d'une fragilité absolument incroyable. Les acteurs sont des gens très, très fragiles, sont des gens timides, c'est pour ça que je les aime. Ce sont des enfants, ils aiment jouer. Hommes comme femmes. Oui, ils veulent... enfin, les femmes sont encore plus près de ce métier que les hommes, mais... Plus près, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a une féminité quand même dans l'art de plaire. La force des vêtements, du maquillage. Je veux dire que les femmes sont encore plus proches de ce spectacle. Ce qui veut dire que les comédiens aussi ont une part de féminité. Oui, oui. Patrick Devers. Patrick Devers ressemblait à un homme, il avait la féminité et la fragilité d'une femme. Je veux dire que j'ai déjeuné avec lui 1 heure avant qu'il se suicide. On était ici au film 13, on était en train de parler du film, on était en train de préparer le championnat du monde de Marcel Cerdan contre Eton Isel. Il était fou de joie, fou de bonheur, il était au paradis. Et puis il y a eu un coup de téléphone. On l'a appelé au téléphone, il est revenu, il me dit « Écoute, je te retrouve cet après-midi à 5 heures, mais ce coup de téléphone a changé son destin. » Voilà. Lié à l'amour. J'étais pas au téléphone, mais c'est vrai que en 1 seconde, sa vie a basculé sur une émotion. Je pense qu'il n'était pas assez costaud pour encaisser l'information qu'il venait de recevoir. Et c'est vrai que sa fragilité, sa force, c'est ce qui a fait qu'il est ce qu'il est et qu'aujourd'hui il est une référence, mais il l'a payé très cher. Il l'a payé très très cher et c'est vrai que les acteurs sont des gens très fragiles, très 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 fragiles. Et c'est cette fragilité que j'aime, que je respecte et avec laquelle j'essaye de jouer. Mais c'est vrai qu'ils veulent tellement approcher la perfection. Vous savez, quand les acteurs sont au théâtre, il y a 600, 700 personnes qui se lèvent, qui les applaudissent. Qu'est-ce que c'est que des gens qui applaudissent? C'est des gens qui disent « je vous aime ». Ce geste-là, les applaudissements, c'est... Ce qui n'est pas vrai sur un plateau de cinéma. Non, sur un plateau, on n'a pas les mêmes... Là, il y a toute une bande de professionnels tout autour qui ne vous donnent pas le vrai renseignement. Mais quand l'acteur entre dans sa loge, il se retrouve tout seul, après avoir eu un déferlement d'amour. Je pense que les acteurs, on a tous besoin d'amour, tous, mais eux un peu plus. Ils consomment un peu plus. C'est comme des voitures américaines, ils consomment un peu plus d'amour que les autres. Et consommant plus d'amour, c'est de plus en plus cher, quoi.
Bernard Tapie et Johnny Hallyday sont passés devant votre objectif. Ce sont évidemment des bêtes de scène, mais ce n'étaient pas des comédiens au départ, à l'origine. Est-ce que ce sont des personnes qui ont plus de doutes sur un plateau de cinéma? C'était des numéros hors pair. C'était Johnny, c'était le sommet de la timidité. Bernard Tapie, c'était un génie total du monde dans lequel on vit. Belmondo. Un jour, j'ai déjeuné avec Jean-Paul, Tapie et Johnny. Et je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai le sentiment de déjeuner avec la France du talent, la France du système D. Voilà. Et au bout de 5 minutes, Tapie, qui avait toujours le dernier mot, était en train d'expliquer à Jean-Paul comment il fallait jouer la comédie, à Johnny comment il fallait chanter, et à moi comment il fallait que je tourne. Et il avait raison. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on a la chance de rencontrer, comme Jacques Brel, enfin, la liste, j'ai eu la chance de rencontrer des gens merveilleux, et je ne me suis pas gêné pour me nourrir de ce qu'ils m'apportaient. Johnny me manque, Jean-Paul me manque, Bernard me manque, Brel me manque. Alors, c'est la seule chose de sympathique dans le grand départ, c'est que peut-être, d'une façon ou d'une autre, j'aurai l'occasion de les croiser d'une autre façon. Mais vous y croyez? J'y crois et j'arriverai à les repérer. Et c'est rassurant. Il y a deux personnes aussi, deux acteurs, grands acteurs pourtant, Alain Delon et Gérard Depardieu, que vous n'avez jamais filmés. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas fait pour se rencontrer. Voilà, donc j'ai failli tourner... De votre part ou de la leur? Non, j'ai failli faire 3 films avec Alain, et puis au dernier moment, on s'est aperçu que c'était pas possible. Pour des raisons de quoi? D'humeur Non, pour des raisons que j'ai pas envie d'expliquer, parce qu'elles sont très personnelles, et qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Quant à Depardieu, je l'admire de plus en plus. Je considère que c'est une montagne. Et c'est difficile de trouver un rôle pour un garçon qui a tout joué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, vous savez, moi, je suis plus un coach qu'un metteur en scène. Je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène. Et quand je vais voir un comédien, c'est pour lui permettre de sauter un peu plus haut que d'habitude ou de courir un peu plus vite que d'habitude. Voilà, donc j'aime bien, quand je vais voir Lino Ventura, quand je vais voir Jean-Paul, quand je vais voir Jean Dujardin, j'arrive avec du matos en leur disant, écoutez, on va peut-être pouvoir sauter un peu plus haut que d'habitude. Voilà, donc... Est-ce que certains vous ont dit non? Oui, bien sûr. Bien sûr, et je les remercie parce que ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Voilà, et donc, oui, bien sûr qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ne rentrent pas. Vous avez pas mal de comédiens qui rêvent d'avoir que des bonnes critiques. Donc ceux-là, ils ne tournent pas avec moi parce qu'ils savent qu'à un moment donné, les choses vont être compliquées. Voilà, donc vous avez... il y a 1001 raisons. Enfin, disons que la majorité m'a dit oui quand même. Il y a une personne qui a fait une apparition, c'était une de ses premières apparitions au cinéma. C'était dans Les uns et les autres. C'était un film incroyable. Il y a la scène du boléro entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. On regarde quelques images. Sharon Stone. Alors, ce qui est drôle, parce que je l'ai engagée comme on engage une figurante. Et c'est d'autant plus drôle que j'avais choisi une figurante qui n'a pas pu venir au dernier moment. Et la fille du casting à New York est venue me voir en me disant, écoutez, la figurante que vous avez choisie n'est pas libre, elle a un petit souci, j'ai une remplaçante. Et elle m'a présenté Sharon Stone. Donc Sharon Stone a fait un remplacement dans Les uns et les autres. Incroyable, c'est chic. Voilà, et ce jour-là, moi j'ai pas su que c'était Sharon Stone. C'était pour moi une figurante. Et quelques années plus tard, un jour, Sharon Stone. Mais elle vivait en France à ce moment-là? Comment? Elle vivait en France? Non, on a tourné à New York. Cette scène se tournait à New York avec James Caan. On tournait à New York. Et un jour, Sharon Stone dit, j'ai même tourné avec Claude Lelouch. Je dis, mais attends, de quoi elle parle? Et c'est comme ça que j'ai su que cette figurante s'appelait Sharon Stone. Encore une fois, le hasard a tous les talents. Alors là, c'est une scène avec Georges Donne, énormément de figurants, énormément de danseurs aussi. Vous aimez en fait aussi les performances? C'est-à-dire que j'aime à un moment donné que la vie
La vie, c'est un grand orchestre, avec 7 milliards de musiciens. Et donc, quand ces 7 milliards de musiciens jouent et chantent ensemble, c'est bouleversant, c'est énorme. Donc, dans la fin des uns et des autres, c'est tous les personnages du film qui doivent, à un moment donné, se retenir sur cette place du Trocadéro. Donc, il y a le boléro de Ravel, il y a les orchestrations de Michel Legrand, il y a Francis Lay, il y a Georges Donne, un des plus grands danseurs du monde, il y a tous les comédiens du film qui sont là, il y a la Croix-Rouge, c'est une soirée caritative. Donc, si vous voulez, je suis confronté à filmer l'infilmable, à filmer l'invisible. Voilà. Et c'est vrai que j'adore ce genre de scène parce qu'à un moment donné, je me dis, est-ce que la petite souris que je suis va arriver à voir tout ce qu'il y a à voir? Voilà. À un moment donné, donc, pendant ce boléro, pendant ces 19 minutes du boléro, effectivement, j'arrive à faire une synthèse de ce monde, avec toutes ces contradictions, ces incertitudes, ces paradoxes, voilà. Et c'est vrai que la musique du boléro est la musique de film la plus parfaite au monde. Et il n'a pas écrit cette musique pour un film, il ne le savait pas. Mais aujourd'hui, vous pouvez mettre le boléro de Ravel dans n'importe quel film, sur n'importe quelle séquence, ça marche. Les uns les autres, d'ailleurs, qui ressort. En DVD. Ouais. Et c'est en collector, donc... Ouais. On l'a remasterisé. Il est magnifique et peut-être que cet été, on va le ressortir au cinéma sur grand écran. Alors parlons justement du cinéma. Comment vous voyez aujourd'hui ce cinéma ? Est-ce qu'il évolue bien aujourd'hui entre les plateformes et les salles de cinéma ? Est-ce que vous êtes inquiet pour les salles de cinéma, c'est-à-dire le cinéma vraiment avec une distribution classique ? Alors, le cinéma traverse une période très compliquée, très difficile, parce qu'avec le confinement, on a pris de mauvaises habitudes. On a pris l'habitude de voir les films à la maison. Voilà. C'est ça. Mais vous-même aussi ? Non, parce que j'ai la chance d'avoir une salle de projection privée. Et donc ici même. Voilà, moi j'ai grandi sur le grand écran. Donc, c'est vrai que le cinéma traverse une crise, mais il va gagner à l'arrivée. Il va gagner parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un grand écran, il n'y a rien de plus beau qu'une grande salle, il n'y a rien de plus beau que de voir un film avec les autres. Je veux dire, c'est pas un truc d'égoïste, le cinéma, ça se partage. Voilà, donc si vous voulez, c'est comme un dîner que vous faites tout seul et un dîner que vous faites avec quelqu'un que vous aimez bien. C'est pas pareil. Voilà. Et donc, le cinéma va regagner en finale le combat qu'il a mené contre la littérature, contre la télévision. Il a tout le temps été agressé. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un film sur un grand écran. Je veux dire que quand je vois un film sur mon portable, c'est bien quand je suis dans un train, dans une voiture, ce sont des séances de rattrapage. Mais quand je veux voir un film, quand on veut prier, il faut aller dans un lieu de prière. Et pour prier le cinéma, il faut aller dans une grande salle de cinéma. Donc oui, mais pourtant, les jeunes ont déserté. Oui, mais un jour, ils vont redécouvrir. Il y aura un retour au cinéma. Le cinéma a toujours gagné. Il est en crise depuis sa naissance. Depuis 1895, il va d'une crise à l'autre. Et il se nourrit de cette crise. Donc je pense qu'à l'arrivée, il va lui falloir quelques années, mais c'est lui qui va gagner, parce que les écrans vont devenir de plus en plus grands, les salles de plus en plus grandes, et le spectacle de plus en plus beau. Et vous êtes favorable au fait de sortir en fait un film en même temps sur une plateforme que dans une salle de cinéma ? La simultanéité, ça vous plaît, ça ? Ça mérite d'être essayé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes offrent des possibilités à des gens qui ne vont jamais au cinéma de voir des films qu'ils n'auraient jamais vus. Donc il ne faut pas cracher sur les plateformes. Maintenant, que le meilleur gagne, comme aux Jeux Olympiques. Et le meilleur, ça sera le cinéma. Alors que le meilleur gagne, je reprends votre phrase, pour la politique. La présidentielle est dans peu de temps, en avril. Est-ce que ça vous inquiète, la montée des extrêmes ? Vous qui avez connu des événements historiques tellement douloureux. La seule personne qui m'a donné des bonnes réponses, c'est le juste milieu. J'ai toujours été un homme du centre. Toujours. Toujours, toujours. Quand je fais un film, je suis au milieu de mon équipe. Je ne suis pas plus avec celui qui gagne le SMIC qu'avec celui qui gagne des millions d'euros. Je suis au milieu de mon équipe parce que je sais que tout le monde est utile. Voilà. Et je suis pour le juste milieu. J'ai toujours été au centre. Pendant de nombreuses années, il fallait être un cinéaste de gauche.
pour avoir des bonnes critiques. C'était mieux, oui. Voilà. J'ai jamais été... J'ai peur des extrêmes. On marche sur un fil. La vie est un fil. Et on marche sur ce fil. Et donc, si on veut marcher sur ce fil, il faut l'équilibre. Regardez, quand on regarde les équilibristes, il n'y a rien de plus beau. Et pourquoi ils arrivent à marcher sur le fil? Parce qu'ils sont au juste milieu. Je crois à cet équilibre. Mes films sont des films du milieu. Moi, je suis un poids moyen. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le poids d'un poids moyen en boxe. Voilà. Je suis pour le milieu. Je crois à la vertu, justement, de ce juste milieu. Et donc, encore une fois, je pense que quelque part, on a les présidents qu'on mérite, on a les stars qu'on mérite, et on a les vies qu'on mérite. Même si sur le moment, c'est cruel. En France, tout le monde veut commander et personne ne veut obéir. C'est pour ça que j'aime la France. Nous sommes les champions du système D. Et on va très vite... Et de l'indiscipline? De l'indiscipline, parce qu'elle est très créative. Voilà. Donc je ne suis pas du tout inquiet. La seule chose qui ne m'inquiète absolument pas, c'est cette élection. Je sais que le grand metteur en scène va choisir le président dont on a besoin. Et là, on revient au divin, au hasard peut-être même aussi? Oui, et puis à ces superstitions qui, elles, savent les choses très longtemps à l'avance. Voilà. Et aujourd'hui, j'assiste à ça comme à une compétition sportive. Hein. Ça m'amuse follement d'écouter les discours des uns et des autres. Et vous avez été souvent récupéré, vous? Enfin, on a tenté de vous récupérer? Quelquefois, Simone Veil, un jour, m'a récupéré. Comment? Elle faisait les élections européennes et elle m'a demandé de faire partie de son équipe. Donc je l'ai accompagnée pendant 10 jours. On a fait un tour de France ensemble. J'étais sur sa liste, mais j'y suis allé pour des raisons sentimentales parce que j'aimais cette femme. J'aimais cette femme, je ne pouvais pas lui dire non. Puis j'ai côtoyé tous les présidents de la République, du général de Gaulle à Macron. Vous en avez connu 11. Oui. Je les ai connus, je les ai côtoyés, j'ai eu la chance de pouvoir leur parler aux uns et aux autres. Et écoutez, ils ont tous eu un sens. Je veux dire qu'ils ressemblaient tous à la France dans laquelle on vivait à ce moment-là. Ces présidents ressemblent à ceux qui les élisent. On parle de la vie aussi, on parle de la mort évidemment dans ce film, mais on parle aussi de la vie. D'ailleurs, vous dites toujours que la vie, si on l'aime, elle vous le rend bien, et que ceux qui ont fait un peu des emmerdes, ils les cherchent. C'est pas un peu simpliste, ça? Si vous voulez, moi je travaille avec un grand scénariste qui s'appelle La Vie. C'est avec lui que je travaille. Tous mes films, je les ai faits avec lui. Avec ce scénariste qui a peur de rien, qui a des culots absolument incroyables. Et c'est vrai que La Vie, c'est comme quelqu'un avec qui on a des rapports intimes. Dans une histoire d'amour, il faut être deux. Si vous aimez la vie, elle va vous aimer. Si vous la critiquez, elle va vous critiquer. C'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Parce que la vie a besoin qu'on l'aime, avec ses contradictions, avec ses imperfections, avec ses injustices. Voilà. Et si on aime la vie, elle vous le renvoie. Elle vous le renvoie, et autour de moi, mes copains les plus malheureux sont ceux qui crachent dans la soupe. Je veux dire que ceux qui crachent sur la vie ne se gêne pas pour cracher dessus. Voilà. Elle se venge. Elle se venge. Si on veut aimer l'ami, il faut accepter le pire. Il faut accepter le pire comme une nécessité. Il faut accepter l'échec comme une étape importante. Voilà. Et si vous dites c'est la faute des autres, si vous dites c'est pas de ma faute, il y avait ci, il y avait ça, si vous cherchez des excuses, vous progressez pas, vous avancez pas. Tous mes échecs, je les ai pris à mon compte. Je me suis dit, c'est moi qui me suis trompé, ou c'est moi qui n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je progresse. J'ai plus appris de mes échecs que de mes succès. C'est presque une philosophie bouddhiste? Bien sûr, mais les bouddhistes n'ont pas dit que des conneries. Alors, vous allez avoir 85 ans en octobre, pardon de vous le rappeler, et vous dites, mais moi j'ai horreur des anniversaires, ce sont des petits enterrements. Oui, c'est vrai. C'est vrai, comme le sommeil. Le sommeil, c'est des petites morts. Et vous n'aimez pas réunir les gens que vous aimez à ces occasions-là? Si, mais pas pour mettre l'accent sur le fait que chaque seconde est négative. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais Noël tous les jours. Hein, voilà, je fais Noël quand j'ai envie de faire Noël. Je fais Pâques quand j'ai envie de faire Pâques. Voilà. Et donc, je fais des anniversaires le jour des amoureux avec ma femme. On n'attend pas le 14 février pour se dire je t'aime. Voilà.
Donc, si vous voulez, j'aime le présent, j'aime la vie, avec toutes ces contradictions. Et je sais très bien qu'un jour, on va me dire stop. Voilà, bon, stop ou encore, voilà. Mais je sais qu'on va me dire stop. On a dit stop à mes meilleurs amis. On a dit stop à des gens pour lesquels moi j'aurais voulu l'éternité, voilà. Vous communiquez avec eux? Avec vos morts? Non, non. Mais eux communiquent avec moi. Comment? Dans mes rêves. Ils viennent me visiter. Ils sont présents? Ils viennent et je rêve souvent des gens dont on a parlé. De mon père, bien sûr, mais j'ai souvent des coucous des gens dont on a parlé tout à l'heure et qui sont par là. Et ces rêves sont très importants, très très importants, et souvent je rêve de mon père, comme s'il était encore vivant, il est encore en train de me dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Qu'est-ce que vous aimeriez, Claude Lelouch, qu'on retienne de vous? Que j'ai été le metteur en scène de la spontanéité. La spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Personne ne détient la vérité, et pas moi. Mais quand les gens sont spontanés, c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que d'un seul coup, ils sont dans un état de sincérité. Et donc, j'essaie de filmer des acteurs spontanés. Je veux dire que ce qu'on aime dans certains de mes films, c'est la spontanéité des acteurs. Donc la spontanéité, c'est le contraire de l'artifice? Oui, parce que la spontanéité, c'est d'un seul coup, c'est votre instinct qui parle. Mmh. C'est toutes vos vies antérieures qui vous soufflent des choses. La spontanéité, c'est un moment de grâce qui fait que vous ne détenez pas la vérité. Hein, mais à ce moment-là, d'un seul coup, il y a ceux qu'on écoute et ceux qu'on n'écoute pas. Vous voyez, bon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la forme est en train d'avoir plus de force que le fond. Prenez tous les discours des hommes, ils disent tous la même chose. Mais il y en a qui vont le dire avec plus de conviction que d'autres. Donc ils seront mieux entendus. Ils seront mieux entendus pour dire les mêmes choses. Je crois à la spontanéité. Quand une femme me dit « je t'aime », alors elle peut le dire, des fois, ça peut être un « je t'aime » tordu. Vous voyez, c'est comme je dis, c'est un des mots les plus difficiles à dire au monde. Et c'est la spontanéité qui fait qu'à un moment donné, ce mot « je t'aime » a un sens. Voilà. Quand on est spontané, quand on fait une chose spontanément, quand on offre un cadeau spontané, je veux dire que tout ce qui est spontané est propre. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de machiavélisme, il n'y a pas de... Derrière-pensée. Voilà, il n'y a pas d'obligation de résultat. La spontanéité, c'est ce qu'il y a de plus beau chez chacun d'entre nous. Et quand je passe une soirée avec un copain ou avec une dame ou avec qui que ce soit, ce sont ces moments de spontanéité qui fait qu'à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que c'est bien le présent. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que la spontanéité? C'est l'aristocratie du présent. Alors spontanément, et pour terminer, je voudrais qu'on joue au jeu des répliques. Alors, tout d'abord, la plus belle réplique à prononcer chaque matin en se levant. Bonjour. La plus belle réplique quand on est heureux. Merci. Pour déclarer sa flamme. La timidité, l'impossibilité de le dire. La difficulté, c'est tellement merveilleux qu'on n'arrive pas à prononcer les mots. Avec maladresse. Oui. La plus belle réplique pour faire rire. Il faut se moquer de soi-même en permanence. La plus belle réplique quand on est en colère. Ma vaffanculo. La plus belle réplique d'une femme à un homme. Je t'aime. Et d'un homme à une femme? Pareil. Pour soigner un chagrin, quelle est la plus belle réplique? Voyager. Voyager, 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 voir les autres. Et la plus belle réplique de tous les temps? C'est Audiard, dans Les Tontons Flingueurs, quand il dit « il n'y a pas que de la pomme ». Merci Claude Lelouch. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous dire toutes ces bêtises. Merci beaucoup. Merci.